Nous allons conclure notre session. Je crois que vous allez bien et, et dans le même ordre d'idée que les discussions que nous avons proposées un samedi et un dimanche ne sont pas propres à hypothéquer notre besoin de se ressourcer, de se reposer le week-end. C'est d'ailleurs dans ce sens que nous avons toujours voulu nos discussions légères, légères dans le sens où, euh, en termes de masse d'informations, euh, nous considérons que les sessions qui ont précédé la mienne ont présenté suffisamment d'informations comme ça pour ne plus les répéter et donc proposer une démarche d'appropriation, de véritable appropriation, de discussion. Euh, la préoccupation ultime étant euh, la contextualisation, l'appropriation contextualisée de, des changements climatiques comme concept et comme réalité. Donc, c'est ça la préoccupation. C'est ce qui nous a guidés depuis le départ, depuis l'analyse des notions euh, sur lesquelles se charpente, se construisait euh, le thème de la conclusion, savoir les enjeux théoriques, politiques et intellectuels des changements climatiques en Afrique, mais également le deuxième sous-thème enfin, la deuxième articulation qui a porté sur euh, les considérations génétiques des changements climatiques et jusqu'à hier, la caractérisation des changements climatiques, donc en identifiant les causes et les conséquences. Donc, la préoccupation, c'est vraiment la contextualisation, l'enracinement dans le contexte africain, sans quoi il y a absolument aucun sens à en faire une analyse, puisque du point de vue de la méthode, du point de vue méthodologique, soit dit en passant, quand on dit la méthode dans, dans la, la construction de la science, donc dans la science épistémologique, la méthode fait partie de l'explication. Donc, quand la méthode n'est pas bonne, il y a de fortes chances que l'explication ne soit pas bonne. Et donc, de ce point de vue, lorsque on ne contextualise pas, lorsqu'on n'enracine pas l'analyse dans un contexte, ben, il est tout à fait euh, pratiquement fatal que l'explication à laquelle on arrive ne soit pas bonne. Ou alors, quand elle serait bonne, ben, elle n'aurait pas d'impact. Donc, en tant que juriste, en tant qu'ingénieur, cette appropriation-là, lorsque elle ne se déploie, l'analyse des changements, lorsqu'elle ne se déploie pas à partir donc de, de cette contextualisation, ben, elle aboutit à des outils d'analyse, de travail qui, du point de vue, qui ne sont pas, qui ne sont pas opérants, si vous voulez, sont pas opérants. En termes euh, de connaissances et puis en termes d'orientation opérationnelle sur le plan des stratégies. Donc, c'est cela. C'est la préoccupation qui nous a guidés. C'est ce que nous avons trouvé comme étant la dimension de la discussion qui nous permettait de digérer tous les coups
toutes les sessions que les collègues ont présentées auparavant, le but étant, euh, tout à l'heure, lorsqu'on va vraiment boucler, de nous être appropriés, de nous approprier les changements climatiques en Afrique. Voilà. Donc, comme on l'a fait jusqu'ici, n'hésitez pas, n'hésitez pas à m'interrompre, à présenter votre préoccupation, de sorte que nous puissions éventuellement infléchir une chose et une autre. Voilà. Alors, le quiproquo est essentiel, hein, qu'il convient de lever à l'entame, à la conclusion de cette discussion sur les changements climatiques en Afrique, porte sur les soupçons du caractère idéologique ou non des changements climatiques. Je pense que la préoccupation environnementale, la préoccupation développement durable est incontestablement, sinon un absolu, du moins une réelle préoccupation existentielle, en même temps globale, locale et régionale. Et donc, lorsqu'on se préoccupe des changements climatiques, il s'agit d'un impératif existentiel, c'est-à-dire un impératif concret. Et par conséquent, nous sommes dans la science, donc un impératif rationnel. Il faudrait que nous puissions réfléchir là-dessus parce que les changements climatiques engagent notre existence. Donc, ben, la science, ce serait quoi l'objet de la science, le but de la science, la vocation de la science, si elle ne nous protège pas de mourir? Voilà, donc c'est tout simple, aussi simple que ça. Et donc, les changements climatiques, indépendamment de ce qu'on en pense, sont euh, une préoccupation dont on devrait, sur lesquelles on devrait réfléchir. Euh, les manifestations que nous en avons établies euh, participent clairement. Bon, vous me diriez euh, que nous sommes dans le cadre paradigmatique euh, qui traite des causes anthropiques. Les changements climatiques sont euh, une excroissance ou une conséquence du capitalisme, OK? Euh, Quand on parle de cause anthropique, c'est que c'est le capitalisme qui a montré ses contradictions et ses limites. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, il faut produire autrement, il faut consommer autrement, il faut produire pour la vie, pour l'humain, pour l'univers, pour la nature. Euh, la préoccupation des changements climatiques euh, et des conséquences en tant que euh, démarche anthropique, les conséquences telles qu'on les a établies hier samedi, exigent que nous changions de paradigme intellectuel, de paradigme historique. Il est aberrant de continuer à produire, de continuer à consommer dans une logique essentiellement structurée par nous en parlions hier et avant et dimanche dernier, structuré par l'erreur de ce qu'on a appelé l'exemptionnalisme. L'exemptionnalisme. L'exemptionnalisme étant donc
cette démarche-là qui extrait l'homme de la nature et lui donne la légitimité d'exploiter la nature comme il entend, dans des logiques, et nous parlons du capitalisme en l'occurrence, qui sont motivées par des considérations arbitraires, fondamentalement erronées, donc qui vont détruire, qui vont créer les déchets, qui vont dysfonctionner, qui vont perturber, qui vont déstabiliser. Bref, qui, et c'est là l'absoluté des changements climatiques qui vont créer ce qu'on peut appeler l'insécurité existentielle, d'où la pertinence de réfléchir là-dessus. Voilà. Donc, du point de vue, euh, ben, donc, cette discussion, elle sera vraiment légère et va s'articuler sur, donc, tout ce qu'on peut retenir des enjeux théoriques, politiques et intellectuels des changements climatiques. OK? Donc, on va très synthétiquement les décliner pour cristalliser cette préoccupation méthodologique d'appropriation là, de contextualisation qu'on a évoquée depuis le début et qui parcourt qui trame toute notre discussion. Donc, c'est ce on va essentiellement faire. Alors, du point de vue théorique, euh, les recherches sur les impacts anthropiques dont les ressources naturelles ont jusqu'ici fait l'objet en Afrique, sur les impacts des dynamiques dites de développement en Afrique, la trame de ces recherches-là, ainsi que les approches, les analyses et les résultats auxquels elles donnent lieu, semblent essentiellement congruentes des certitudes du paradigme moderne. OK? Quand je dis paradigme moderne, lorsque nous avons été attentifs à tout ce que nous avons proposé à la discussion jusqu'ici, euh, on revient à l'exemptionnalisme, on revient au capitalisme et au cartésianisme. Donc, elles sont congruentes donc des certitudes du paradigme moderne dont elles traitent du déploiement. C'est cela. Donc, c'est c'est ce rapport fonctionnaliste au système à l'œuvre qui ne s'est préoccupé ni des causes structurelles qui entretiennent la permanence des risques, ni des transformations radicales que suggère le tableau critique donc des changements climatiques en place. Et donc, cela occasionne non seulement ce qu'il convient de saisir comme n'étant ni plus ni moins que la crise de la civilisation. Parce que lorsque je parle de la crise des changements climatiques comme étant la crise de la civilisation, ben, on, du point de vue euh, intellectuel, on est parti de l'erreur de l'exemptionnalisme. Donc, si le capitalisme naît de l'exemptionnalisme ou du cartésianisme, et que c'est ce capitalisme qui ouvre à la modernité actuelle avec tout ce qu'on connaît, de très bons résultats, mais donc la, les changements climatiques, c'est-à-dire une crise existentielle, alors nous connaissons une crise de la civilisation. Donc, c'est des questions qui sont en même temps des, des données de réalité, mais des questions de simple logique aussi, de logique logique ou de logique mathématique. Donc, quand nous parlons de crise de la civilisation, ben, de, des changements climatiques comme participants de la crise de la civilisation, mais c'est tout simplement une question, c'est des données logiques. Donc,
nous sommes au cœur de la crise environnementale, de la crise climatique, en tant que crise existentielle. Et c'est le même rapport. Quand je parle de rapport fonctionnaliste, d'analyse qui a été pratiqué jusqu'ici, donc c'est un rapport, c'est une approche méthodologique, une approche intellectuelle, une approche scientifique. Donc, c'est la même approche qui aboutit à la crise de la civilisation, à une crise existentielle, qui aboutit également à une sorte d'impasse théorique, qui est une impasse de science, OK? Une impasse dont je pense que seule la démarche socio-historique d'analyse, ou en tout cas, dans le cas de l'Afrique, euh, permet un dépassement pertinent et crédible, OK? Donc, au moment de conclure euh, notre discussion, vraiment, et là, je ne cesserai jamais de le répéter, je voudrais m'assurer de ce que nous sommes définitivement capables d'énoncer que, par exemple, ou plutôt en l'occurrence, l'exploitation industrielle des ressources naturelles en Afrique commence, se structure et se déploie avec la colonisation européenne de l'Afrique. OK? Euh, donc, ça, c'est l'exploitation des ressources naturelles euh, dans des modalités industrielles. Donc, ça commence avec la colonisation européenne de l'Afrique. De même, les efforts dits de développement qui se déploient dans le cadre des États africains, dont l'origine européenne et coloniale n'est pas un élément anodin non plus de l'histoire, euh, s'enracinent systématiquement dans les intérêts économiques européens, dans la vision européenne de l'histoire, dans la territorialisation européenne de l'Afrique. Donc, c'est ça. Nous sommes au cœur, et là, dès le premier jour, sinon le deuxième, j'ai parlé euh, de la chronique européenne de l'histoire. Mais nous sommes au cœur de la chronique européenne de l'histoire. Nous sommes au cœur du paradigme historique européen ou, si vous voulez, intellectuel. Et donc, c'est non seulement, et nous l'avons vu dans les considérations génétiques, nous avons vu que euh, quand on parle de causes anthropiques, ben, les causes anthropiques, euh, l'Afrique n'est pas au cœur des causes anthropiques des changements climatiques. Que l'on considère l'Afrique comme les acteurs directs africains ou qu'on considère l'Afrique comme étant dans ce qu'on dirait tout à l'heure, à savoir euh, la territorialisation européenne de l'Afrique, ben, l'Afrique n'est pas euh, propriétaire des outils intellectuels euh, à partir desquels on déploie l'exploitation industrielle des ressources naturelles. L'Afrique n'est pas propriétaire intellectuel des démarches de développement telles qu'on les voit se développer dans ce qu'on appelle aujourd'hui les États africains. OK? Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est très important à comprendre. Donc, avec euh, la colonisation, avec la présence de l'Europe en Afrique, avec la colonisation africaine de l'Europe, l'Afrique devient sinon une autre Europe, du moins un prolongement de l'Europe. Il s'agit non seulement
de prélever les ressources dont l'Europe a besoin pour son développement, mais surtout également de s'installer pour en assurer les conditions de possession définitive. Okay? L'Europe se déploie en Afrique pour s'agrandir, pour s'enrichir, pour consolider les garanties de sa puissance, pour s'approprier l'Afrique. Et cette appropriation de l'Afrique par l'Europe est une appropriation complète, aussi bien intellectuelle que matérielle. Et donc, quand bien même aujourd'hui, euh, l'on devrait pouvoir identifier des causes des éléments de l'action de l'homme qui nourrissent l'avènement ou le déploiement des changements climatiques, ben, on ne pourrait pas affecter cela, du moins sur le plan intellectuel, à l'Afrique. Ok. C'est, je pense que cette préoccupation, il faut la comprendre. Et elle, je pense qu'elle n'est pas difficile à comprendre, ce que j'essaie de proposer là. C'est pas difficile à comprendre. Ça peut être subtil, mais lorsqu'on a suivi les choses depuis le début, ça n'est pas compliqué à comprendre. Donc, avec avec euh, l'Afrique européenne, les ressources sont exploitées aussi bien intensément que frénétiquement à l'aune exclusive du profit et de la puissance. Donc, c'est l'articulation de l'Afrique au capitalisme et à la colonisation. Donc, lorsque on lit, on revient un temps ça peu sur l'histoire africaine, ben, dès le moment où vous établissez que l'on commence à exploiter de façon industrielle, dans les modalités industrielles et capitalistes, les ressources naturelles, euh, vous vous situez déjà au cœur d'une Afrique qui ne s'appartient pas. Donc, elle devient autre chose que l'Afrique des Africains. C'est pas des. Je comprends. Hier, on parlait du texte de l'ami Choukula sur, je pense, les méthodes indigènes de conservation de la nature. C'est clair que dès lors, quand le capitalisme et la, donc, qui se nourrit sur l'intellectualité exemptionnaliste intervient, ben, euh, l'homme se détache de la nature et puis se considère comme pouvant réaliser tout ce qu'il veut réaliser en exploitant les ressources naturelles indépendamment de ce qui peut arriver tant qu'il ne s'en soucie pas. Donc ça, c'est le capitalisme, ça, c'est la colonisation, euh, ça, c'est cette, cette modalité, ce moment de l'histoire africaine échappe aux Africains. Ça, il faut être capable de le comprendre. Euh, Lors des trois premières discussions, la question s'est toujours posée et l'Afrique là-dedans. Ben, justement, l'Afrique est absente de de, des causes anthropiques des changements climatiques. Ça, il faut clairement l'établir, hein. L'Afrique est absente des causes anthropiques, de la génétique des changements climatiques. C'est très important à comprendre. Mais, mais ça ne signifie pas naturellement que elle est, elle n'en est pas concernée par les manifestations ou par, parce que nous sommes au cœur euh, d'une crise existentielle globale, ok? Une crise existentielle globale. Donc, quand bien même ce sont les autres qui ont causé, il n'en demeure pas que ben, les conséquences, on va les vivre tous. Et donc, ça exige que c'est là qu'interviennent les enjeux politiques et intellectuels et même théoriques. Tout ça là est lié. L'intervention des Africains de l'Afrique.
dans les changements climatiques. J'en profite encore pour saluer les initiateurs de ce cours sur les changements climatiques en Afrique. Il était temps de lancer une discussion sur qui articule les changements climatiques en Afrique. Donc, c'est le paradigme historique nouveau dans lequel l'Afrique est inscrite, qui est inauguré autour du XIVe siècle et qui se structure autour, donc, intellectuellement, de l'État européen et du monde eurocentré, qui se caractérise donc par un rapport mercantiliste de prélèvement à outrance des ressources naturelles et que des auteurs ont appelé la démarche prédatrice, hein, parce que ben, ben, la nature ne me concerne pas, je l'exploite à mon profit. Ben, la démarche qui est mise en œuvre, c'est une sorte de démarche prédatrice, c'est la frénésie dans l'exploitation, c'est l'intensité, on se fout pas mal des Alors, conséquences. est-ce que je peux réagir sur cette question? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, euh, de ce que je comprends, vous dédouanez complètement l'Afrique des causes du changement climatique, surtout au regard de l'évolution de l'histoire. Mais je m'interroge, quand on voit la construction des pyramides, l'impact que cela a pu avoir peut-être sur l'environnement, quand je vois la gestion des grands royaumes, des grands empires qu'il y a eu en Afrique, est-ce qu'on n'est pas un peu dans un déni où on suppose que cet impact-là était moindre, c'est pour cela qu'on préfère ne même pas le mentionner? En tout cas, je m'interroge à haute voix. Ben, euh, puisque nous discutons, euh, quels sont les impacts établis, si je vous ai bien suivi, euh, les impacts environnementaux établis des, des pyramides ou des grands royaumes ou de l'économie des grands royaumes africains, quels en sont les impacts environnementaux établis? Euh, Alors, attendez, j'ai pas fini, je vous en prie. À mon sens, dans l'histoire africaine de l'Afrique, de laquelle a émergé les grands royaumes, les pyramides et tout, ben, les Africains ont développé une économie, une anthropologie qui, comme dit la formule de la science africaine, euh, la préoccupation était euh, qu'à l'éternité sociale, que l'éternité sociale que nous construisons corresponde à l'éternité cosmique. Donc, ben, le déploiement de la civilisation africaine de l'Afrique a produit des éléments de performance qui me semblent n'avoir jamais été en contradiction avec les capacités de la nature à réguler les phénomènes macro-atmosphériques ou macro-météorologiques. Lorsque l'agriculture se développe de façon extrêmement performante tout au long du Nil, ben, elle obéit strictement au cycle de la nature, sans que on ne contredise ou on ne dysfonctionne quoi que ce soit. Donc, euh, de ce que j'ai compris de votre propos, je voudrais pouvoir comprendre quels sont les impacts établis que le déploiement de la civilisation africaine
a sur l'environnement. Et c'est de cette compréhension que moi, je pourrais dire, OK, on est dans un déni ou non. Je vous en prie. Alors, justement, c'est là ma préoccupation, puisque je n'ai pas pu avoir accès à des études ou à des rapports qui ont été faits par rapport à ces grands chantiers qui ont existé dans l'histoire africaine. Donc, pour moi, dire que les causes, les plus grandes causes viennent toujours peut-être de l'Europe ou de la colonisation, je pense qu'il faudrait peut-être commencer par réfléchir et voir effectivement ou proposer des études pour voir ce qu'ont pu être les effets de ces constructions, ce que ces constructions ont pu avoir comme impact dans le passé sur le climat. Mais s'agissant de l'exploitation que vous avez abordée tout à l'heure, quand on prend l'exploitation à grande échelle, c'est là où on a commencé les techniques de brûlis qui ont entraîné également, eux également, un certain impact sur le climat au point où aujourd'hui, on les a complètement abandonnés pour d'autres techniques. Donc, c'est un peu ça, un peu ma réflexion un peu à haute voix. Oui, c'est une discussion très intéressante, hein. Elle me plaît beaucoup. Mais je pense que vous avez manqué un certain nombre de choses. D'abord, vous êtes dans le soupçon. Je ne veux pas dire que vous êtes dans l'abstraction, mais comme disent les juristes, moi, je n'en suis pas un. C'est à vous d'apporter la preuve que ben, ce que vous soupçonnez a pu exister. Donc, s'il y a eu des impacts, vous soupçonnez des impacts, vous n'en apportez pas des preuves établies. euh, c'est un problème, c'est à vous d'apporter ces preuves-là. Aucune étude. Et ça, je venais de vous donner un indice tout à l'heure, à savoir l'agriculture intensive qui est faite sur la base des crues, des fluctuations du Nil en obéissant aux saisons. OK? Il y a une production agricole qui est forte et qui permet de nourrir les populations sans qu'on ne détruise ou on ne dysfonctionne. Ça, c'est la première chose. Et vous revenez sur le brûlis, les techniques de culture sur brûlis. Vous voyez, il y a, je pense que là, ce qu'on dit que nous sommes dans la chronique historique européenne, c'est que nous sommes nourris et influencés par le paradigme, la lecture européenne du monde. OK? Euh, la nature, du fait de l'existence, pour prendre par exemple le bassin du Congo, euh, d'un bassin de tourbière immense, donc capable d'absorber euh, le dioxyde de carbone à un niveau immense. Donc, l'existence d'une forêt capable d'absorber le dioxyde de carbone, l'existence des océans. Donc, les, les émissions causées par la technique agricole de culture sur brûlis, je doute que ces émissions-là aient un impact susceptible de déborder les capacités que la nature a à réguler. OK? Or, il se trouve que dans une lecture extra-africaine de l'histoire, on veut faire croire que ben, ces techniques de surbrûler là, des émissions qui en émergent, ben, et puis, de toute façon, sur le plan scientifique, on ne devrait pas pouvoir exclure le fait que oui, c'est des émissions, c'est un volume d'émissions. Parce que nous sommes au niveau des volumes. Il y a un volume d'émissions des techniques de culture sur brûlé. Mais est-ce que euh, le volume d'émissions
les émissions qui émergent donc de cette technique-là sont propres à déborder, à dysfonctionner, à détruire les capacités que la nature a à réguler et à maintenir les températures macroscopiques à un niveau normal. Non, je ne pense pas. Et donc, je reviens à vous pour dire que c'est à vous qui faites ce soupçon-là qui devait mener cette étude pour établir que, ben, effectivement, tout ce déploiement de civilisation-là par le passé a pu avoir un impact critique, un impact critique, OK? Un impact critique. Parce que les impacts existent, mais un peu comme on parlait de la population ou de la surpopulation, euh, la Terre, la planète, l'univers ont des ressources de régulation qui sont tellement puissants qu'il faut un volume critique d'émissions de gaz à effet de serre pour dysfonctionner, donc pour déborder la nature, si vous voulez. Donc, c'est à vous d'apporter ces preuves-là. Et donc, je reste constant dans la préoccupation que je formule, à savoir que nulle part, à aucun moment dans l'histoire, on a établi que le déploiement de l'histoire africaine participe euh, de la génétique des changements climatiques. Ça n'existe pas. Lorsqu'on parle des changements climatiques comme étant ayant les causes anthropiques des changements climatiques, on l'a vu l'autre jour, ben, on ne parle que de l'histoire européenne du monde, on ne parle que du paradigme historique européen ou occidental du monde. Nulle part l'Afrique n'intervient là-dedans. C'est pas un déni, c'est pas un déni, c'est de la science. Bon, mais la science Alors, étant humaine, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je dis là, jusqu'à la preuve du contraire. C'est-à-dire que je suis prêt, je ne dénie pas, mais j'attends la preuve du contraire. Et il me semble que vous ne l'avez pas. Et il me et semble que dans la justement, littérature, en tout cas celle à laquelle j'ai accès jusqu'ici, ça n'existe pas. alors justement, c'est là le sens de ma réflexion. Il ne faudrait pas seulement que on dise que ça n'existe pas et qu'on attende que peut-être eux, ils viennent, ils fassent ce rapport-là pour venir plus tard nous prouver que ça existe et qu'on était dans le déni. Il nous appartient, nous également, intellectuels africains, peut-être de mener ces études-là pour dire qu'en réalité, on aurait même pu penser, mais voici des études scientifiques qui établissent effectivement que dans ce passé-là, on n'a rien fait de tel et que toute la charge de la preuve scientifiquement doit leur incomber. Aussi longtemps qu'on est dans ce vide où la charge de la preuve peut être jonglée par les Occidentaux ou par nous-mêmes Africains, les climato-sceptiques et bien d'autres critiques auront le champ libre. Il faut leur fermer la bouche avec des rapports comme quoi dans le passé, c'est vrai, voici ce qu'on a pu observer, mais en réalité, voici des éléments qui établissent que tout cela a été fait conformément à la capacité de la nature d'absorber toutes ces choses. C'est cela le sens en fait de ma réflexion profonde. Ben, elle me plaît votre réflexion. En fin de compte, je pense qu'on se comprend. Euh, ben, je pense qu'on a des repères, hein. On a des repères et on l'a vu à la deuxième discussion, je pense. On a vu à quel moment on commence les marquages. Donc, à quel moment on commence à s'inquiéter euh, des causes anthropiques du problème environnemental. À partir de quel moment on commence à faire des marquages d'événements, de choses qui sont susceptibles de causer des dommages, de changer, de perturber le climat. Il y a des marquages. Donc, dans l'histoire de la science,
c'est lisible. La littérature existe où on marque, on dit, OK, aujourd'hui, euh, les températures sont plus chaudes et on observe cela de façon constante. Ça existe. Et tout cela n'existe que dans l'histoire, dans la chronique européenne de l'histoire. Je vous comprends parfaitement. Mais je dis que c'est un travail qui a été fait. C'est un travail qui a été fait. S'il y avait eu, si vous voulez que je vous le dise comme ça, s'il y avait eu dans l'histoire un moment où de l'action des Africains, euh, on ait relevé des causes dysfonctionnelles critiques sur l'environnement et le climat, on l'aurait trouvé, ça n'existe pas. C'est ce que je dis. Donc, en faire une étude, ben, les gars qui vont mobiliser des ressources, de l'argent pour ce genre d'études, moi, je ne dis pas que ce serait jeter de l'argent, mais c'est connu. C'est une connaissance qui existe. On ne va plus revenir là-dessus. Donc, autrement dit, je vais le formuler de façon affirmative. Non, de l'action de l'homme africain dans la création de la civilisation, on n'est jamais arrivé à dysfonctionner le climat. Si vous voulez que je le dise comme ça, je le dis comme ça. Maintenant, est-ce que c'est une hypothèse que de formule pour que on en arrive à mobiliser de l'argent pour vérifier cette hypothèse-là? Ben, c'est à vous de voir. Mais moi, je dis que c'est une connaissance de science qui existe. On passe à autre chose. Pas besoin de revenir là-dessus. C'est un fait. Ne nous auto. Ça s'appelle, en psychologie, je pense que ça s'appelle du masochisme. Non, mais pourquoi croire que nous y sommes pour quelque chose? Si on y est pour rien, on y est pour rien. Enfin, je veux dire, quand je parle, on y est, je parle des Africains. S'ils n'y sont pour rien, s'ils n'y sont pour rien euh, dans la genèse des changements climatiques, c'est qu'ils n'y sont pour rien, un point, c'est tout. Est-ce que on... Ben, Je vous comprends parfaitement. ouais. Je ne suis même pas dans l'autoflagellation. Mais puisqu'on est dans un débat scientifique et dans un débat évolutif, l'idée aujourd'hui, c'est d'établir, de fermer la bouche à tout ce qui peut être contradiction. Donc, le simple fait pour nous de le dire, pour moi, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, si le vrai débat sur le financement, comme cela a été dit hier, si ils sont réfractaires à financer ce développement-là avec l'abandon des fossiles, c'est parce que pour la plupart encore, ils ne voient pas très bien ces éléments-là. Donc, simplement, on ne on peut plus rester simplement dans la présomption ou dans des faits historiques. Aujourd'hui, le débat étant scientifique, il nous faut aller, si possible, sur des données scientifiques pour pouvoir taire effectivement, définitivement ce débat. Pour moi, c'est à l'avantage de l'Afrique. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est une documentation qui peut être faite. On peut investir on peut investir. Vous savez, euh, oui, on peut investir à documenter cette préoccupation-là, de connaissance-là, effectivement. On peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Et en tant que documentation, justement, effectivement, au moins du point de vue de l'information, des éléments d'information, ce ne serait pas euh, sans, ce serait pas inutile du tout, c'est vrai. Écoutez, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Voilà.
Donc, ça, c'était pour les aspects théoriques. L'aspect qui me semble qu'on peut aborder de façon extrêmement brève. Mais, grand prof, Oui, oui, permets-moi d'intervenir là. Je veux oui, vraiment saluer l'intervention de Maître Léon là. Je l'ai vraiment apprécié comme élément de discussion. absolument, absolument. Et justement, parce que là, hmm, là, c'est quelque chose qui me traversait déjà l'esprit. Je me suis dit qu'il faut aussi, effectivement, que les intellectuels africains montent à l'offensive, parce que comme vous le dites, là, tous les aspects concernant notre histoire, là, il faudrait que les intellectuels africains y travaillent. Il faudrait absolument qu'on écrive nous-mêmes notre histoire, qu'on écrive notre passé, qu'on écrive notre présent, qu'on se positionne sur les enjeux africains et mondiaux. Bref, qu'on produise notre propre expertise. Ben, absolument. Et déjà, hier, vous posiez cette question-là. Oh, pardon. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent, excusez-moi, un instant. Alors, voilà, un petit incident. Incident. Alors, ok, je pense que les choses sont rentrées dans l'ordre. Je pense que oui. Alors, hier, on en parlait au détour d'une question sur est-ce qu'il ne serait pas opportun de créer un GIEC africain? Je pense que c'est le genre, ça participe de ce type de préoccupation-là. Vous savez, ce qui est l'une des faiblesses des sciences sociales, là on est dans l'épistémologie pure, hein, l'une des faiblesses fondamentales des sciences sociales et des sciences humaines, c'est que c'est la non-capitalisation. C'est l'incapacité à capitaliser. On a toujours l'impression que rien n'est fait ou alors que ce qui a été fait, on ne l'a pas suffisamment capitalisé ou on n'en a pas tenu compte pour avancer. Et qu'on peut revenir en arrière ou aller à gauche ou à droite. Non, non. Écoutez, euh, la préoccupation de l'histoire comme étant une préoccupation méthodologique centrale, c'est une préoccupation qui est vieille, qui est vieille. Mais si vous voulez, la référence à laquelle tout le monde pense, c'est 1954 avec Nation, Nègre et Culture. C'est la préoccupation à laquelle tout le monde pense. C'est la rupture, je dis bien la rupture intellectuelle majeure qui intervient dans la lecture que l'on doit faire de l'histoire du monde, que les Africains doivent faire et de leur histoire et de l'histoire du monde. Et elle existe. Cette préoccupation-là de, de lire l'histoire. Oh putain, pardon, excusez-moi. Écoutez, je pense que j'ai définitivement un problème. Je vais utiliser une seule caméra. Euh, non, c'est une préoccupation qui existe. C'est une préoccupation qui est vieille. Et personnellement, hein, dans mes travaux, moi, je développe ce que j'appelle une analyse socio-historique de l'environnement. Je fais une critique socio-historique de l'environnement. Et c'est cette préoccupation que je, je, que je propose et, et dont euh, l'une des implications,
est de proposer la contextualisation. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas analyser un phénomène si vous ne contextualisez pas ce phénomène. Parce que les éléments de contexte sont, du point de vue et de la réalité et donc de la science, des éléments structurants. C'est pourquoi, par ailleurs, je parle de contraintes structurelles, qui sont des contraintes structurelles contextuelles, comme étant d'un élément d'analyse incontournable. Et donc, de ce point de vue-là, ben, euh, oui, l'histoire est une donnée décisive, c'est une donnée majeure, décisive, centrale d'analyse. Et les Africains ont déjà travaillent dessus. C'est pas nouveau. On ne va pas en projeter l'inauguration ou on n'est plus dans la projection. Ça existe. Prenons les travaux qui ont été faits, ben, capitalisons-les et avançons. Autrement dit, et c'est heureux, lorsque on traite des changements climatiques, pour que sur le plan technologique, sur le plan des technologies politiques, sur le plan des outils juridiques, ben, que nous donnions les moyens d'aboutir à des outils d'analyse, à des outils d'action qui rendent compte de la compréhension propre que nous avons de ces phénomènes-là. Compréhension propre, c'est-à-dire une compréhension qui est fonction de l'inscription de nos contextes dans ces phénomènes-là. Donc, l'histoire, oui, elle est incontournable dans l'analyse. Absolument. Mais ne faisons pas comme si on va recréer la roue, comme si rien n'a été fait. C'est pourquoi je disais que l'une des faiblesses fondamentales des sciences sociales, c'est l'incapacité à capitaliser. On a l'impression que rien n'est fait et on a le loisir de rentrer en arrière, de recréer, alors que des choses sont faites, des choses existent à partir desquelles on peut avancer. Et en l'occurrence, l'analyse africaine de l'histoire existe. Et je vous en ai donné une référence fondamentale. Cette référence-là, c'est une rupture épistémologique majeure dans l'intellectualité historique mondiale que Cheikh Anta Diop introduit avec Nation et Culture. Absolument. Donc, oui, elle existe, mais c'est des choses que nous avons déjà. Il suffit juste de continuer. Poursuivre signifie les appliquer dans tous les domaines, dans toutes les préoccupations qui nous viennent. Nous sommes en train de traiter des changements climatiques. Ben, appliquons-y la démarche historique. Et puis, on aboutit à la préoccupation que je suis en train de suggérer depuis l'autre jour. Est-ce que c'est bon? Oui, parfait. C'est beau, prof. OK, très bien. Alors, donc, je disais que euh, du point de vue des enjeux théoriques et justement de la discussion que nous avons eue là, parce que ce soit la documentation dont parlait Maître là tout à l'heure, ou que ce soit l'investissement résolu dans l'histoire, ben, tout cela demande une volonté politique. Mais la volonté politique n'est authentique et donc conséquente que si elle est issue d'une compréhension intellectuelle définitive des choses. Donc, effectivement, tous les projets de recherche ou les initiatives, oui, les projets de recherche à encourager signifie
ben, on mobilise des ressources financières pour. La recherche ne se fait pas sans, enfin, se fait pas sans argent. Or, il se trouve que ça fait partie des domaines les plus négligés dans les contextes africains, ce qui est dommage. Et on s'étonne souvent des résultats de sous-performance et tout ça, mais tout ça est cohérent. Donc, effectivement, euh, sur le plan politique, relativement à la discussion que nous sommes en train de développer, il s'agit, à mon sens, pour l'Afrique, de s'organiser pour se poser comme une authentique entité souveraine qui, en tant qu'entité souveraine, donc, est capable de proposer son point de vue, proposer sa compréhension ou son intelligence des choses, de défendre ses propositions, de mettre ses propositions à l'œuvre en fonction de ses seuls intérêts. Ça, c'est l'enjeu politique. C'est l'enjeu politique. Les politologues, il y en a qui m'ont précédé là. Eux, c'est les rapports de pouvoir, les rapports de force, enfin, pour caricaturer. Mais c'est cela. Euh, Aujourd'hui, et ça fait l'objet du livre que j'ai écrit sur euh, les enjeux de l'État fédéral en Afrique. Mais quand je dis qu'il s'agit de s'organiser, pour l'Afrique de s'organiser, mais c'est des mots qui sont choisis, s'organiser. C'est-à-dire, est-ce que ben, un petit État comme Sao Tomé, et quand bien même on considère un État comme, je sais pas, le Cameroun, ou c'est des États qui, du point de vue de l'espace, sont grands, mais qui n'ont aucun poids dans la géopolitique globale. Et donc, nous sommes au cœur des changements climatiques et tous les enjeux qui sont mobilisés. Il s'agit pour l'Afrique de s'organiser et en l'occurrence de mutualiser, de se mettre en commun pour dire ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sentent qu'ils ont comme problème. Et quand ils ont éventuellement essayé de présenter leur point de vue, de convaincre de la validité de leur point de vue, deux choses. Ben, les autres le prennent bien et puis fonctionnent sur conviennent des solutions communes, ou alors les autres ne le prennent pas bien et ne conviennent pas des solutions à développer. Mais quand on est souverain, et là je parlais de s'organiser, mutualiser, quand on est souverain, indépendamment de ce que l'autre pense, on peut déployer les mesures que l'on trouve utiles à soi. Donc des outils qui, qui reflètent les intérêts de soi, de moi. Oui, c'est comme ça. Donc, sur le plan politique, moi, je pense que voilà, voilà la démarche qui, du point de vue des changements climatiques, des enjeux des changements climatiques, comment l'Afrique devrait pouvoir se déployer. Euh, le Gabon, le Gabon, soit dit en passant, hein, le Gabon, on a toujours pensé que sur le plan spatial ou de la superficie, c'est un tout petit pays. Non, le Gabon est, par exemple, le Gabon a une superficie plus importante que la Grande-Bretagne. Vous voyez, dans l'échelle de Mercator que, justement, le paradigme historique actuel nous a inculqué, a priori, personne ne penserait que le Gabon est plus grand que toute la Grande-Bretagne réunie. Et donc, le Gabon n'est pas un petit État. Mais il se trouve que le Gabon est un micro-État, un tout petit État sur le plan géopolitique et par conséquent que les points de vue, le Gabon est incapable de, de présenter son point de vue. Non, non, il peut présenter son point de vue, mais il est incapable de défendre son point de vue et le Gabon est incapable de déployer les solutions
qui correspondent essentiellement et exclusivement à ses seuls intérêts, indépendamment des autres. Pourquoi? Parce que dans la géopolitique générale, ben, le Gabon ne signifie rien. Donc, c'est pourquoi je dis que sur le plan politique, l'Afrique doit pouvoir s'organiser. Est-ce qu'il y a des questions ou des préoccupations? OK. Alors, on, on va boucler avec euh, les enjeux intellectuels. Je pense que c'est les enjeux structurants, c'est les enjeux, c'est la trame à partir de laquelle les autres enjeux trouvent de la cohérence, les enjeux intellectuels. Lorsque les enjeux intellectuels, lorsqu'il y a un problème au niveau des enjeux intellectuels, et c'est ça notre problème, justement, c'est ce qui explique, ben, euh, euh, le collègue tout à l'heure, maître tout à l'heure parlait du déni. Non, c'est pas un déni, c'est vraiment des données objectives là. Euh, c'est c'est le fait d'être dans un paradigme intellectuel dont on n'est pas les initiateurs, dont on n'est pas les propriétaires, dont on n'est pas le moteur, qui explique bien de, de contradictions, de dysfonctionnement et de sous-performance chez nous en Afrique aujourd'hui. Donc, effectivement, la dimension intellectuelle est extrêmement déterminante. Donc, là, on a fait 1 heure et 3 minutes. Je pense on va y aller pour vraiment conclure afin que nous restions dans la logique de l'allègement. Donc, sur le plan intellectuel, il s'agit de redéfinir la vie, non en recréant la roue, pour paraphraser l'expression, recréer la roue, tout à l'heure, je l'ai énoncé tout à l'heure, mais tout simplement se réapproprier impérativement son identité historique, sa trajectoire historique, sa réalité spécifique totale. OK? Alors, en l'occurrence, il s'agit de revenir à la philosophie africaine et des civilisations primordiales indigènes, précapitalistes, précoloniales, dont la littérature établit clairement les trésors de sagesse, les trésors de connaissances, les trésors d'expériences élaborées qui réconcilient l'humain à la nature, qui restituent l'humain à son appartenance existentielle cosmique. Ce n'est pas des choses qui sont dites abstraitement. Et ce n'est pas des choses qui ne s'appliquent qu'à des entités, de petites entités, parce qu'on peut dire, on peut nous opposer que, oh, à l'époque, sur le plan démographique, les communautés étaient petites, réduites. Non, justement, on parlait tout à l'heure de l'effort de réflexion et de science qui doit être fait. Ben, justement, au moment où l'Afrique va se compter en milliards d'hommes, ben, c'est à nous de pouvoir euh, mettre les sagesses à l'époque appliquées à de petites entités, à des amplitudes susceptibles de satisfaire donc euh, les niveaux de population auxquels on arrive. Et cet effort de réflexion-là, cet effort de science-là, doit pouvoir, doit pouvoir être mis à l'œuvre, doit pouvoir être développé. Donc, cette démarche se décline également dans l'analyse critique socio-historique euh, que je propose sous la forme de, de capital historique. Tout à l'heure, justement, la question, c'était ça la question, le capital historique. Ben, le capital historique, OK? La démarche historique qui est de l'exigence d'inscrire l'histoire dans l'analyse du fait africain, ben, a abouti à la formulation de ce qu'on appelle
le concept de capital historique. Lorsque vous lisez, ne serait-ce que l'avant-propos du livre dont je vous parlais là, qui a été publié, je pense que je l'ai publié en 2021, ou même que vous lisez chez Anta Diop, ben, le capital historique, c'est un élément d'analyse incontournable. Parce que quoi? Parce que c'est à ce moment que l'histoire devient un enjeu euh, majeur scientifique, un enjeu majeur géopolitique, un enjeu intellectuel central. Alors, ben, justement, si vous voulez, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? C'est quoi le capital historique? En quoi l'histoire ou le capital historique permet-il de développer un apport, un rapport, ce que j'appelle un rapport de vie à la nature, et non un rapport de crise ou un rapport de mort? Ben, les changements climatiques comme préoccupation existentielle, émerge à partir d'un rapport de mort à la vie, à la nature. On est d'accord là-dessus? Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Alors, alors c'est quoi l'histoire comme enjeu majeur? C'est quoi l'histoire, le capital historique? Pourquoi doit-on l'introduire dans l'analyse? C'est tout simple. L'histoire est entendue aussi bien, justement, comme capital historique et comme historicité. Hmm? Quand je dis comme historicité, maître, c'est justement que je reviens à l'inscription de l'Afrique dans l'histoire. Donc, en guise de rappel, justement, je voudrais pouvoir dire que le capital historique, euh, c'est le corpus des solutions qu'une communauté a élaboré sur le temps long. Le corpus de solutions qu'une communauté transporte dans le temps, qui l'accompagne dans le temps. Ce que nous avons fait, les solutions que nous avons trouvées aux problèmes, à nos problèmes existentiels, et qui font que nous ne rentrons plus ailleurs pour faire comme s'il n'y a pas de solution, mais nous capitalisons sur les solutions que nous avons déjà trouvées pour les adapter et les moduler ou les modifier en fonction des facteurs nouveaux, des éléments nouveaux. Donc, c'est le capital historique qui permet, qui assure et garantit la survie et la pérennité d'une communauté dans le temps. Lorsque une communauté devient incapable de, de, de convoquer ou de se déployer ou d'avancer, de se projeter en fonction de son capital historique, ben, il y a des problèmes. Et quand je dis que il y a des problèmes, ben, nous avons des problèmes aujourd'hui, les Africains ont des problèmes aujourd'hui parce ils, ils, ils ne sont plus capables de capitaliser sur les acquis historiques, les acquis de leur histoire. Il y a eu une rupture. Et on sait, c'est de cette rupture-là que je parlais. Permettez-moi, prof, d'intervenir juste Oui. pour montrer la pertinence ici de l'accès au savoir traditionnel, par exemple dans la conservation de la nature. La pertinence des connaissances traditionnelles dans la conservation de la nature, par exemple. Ben absolument. Ben c'est de ça que nous parlons. Tout à fait. C'est essentiellement de ça que nous parlons. Euh, ben, aller dans n'importe quel village africain, le point d'eau ou d'accès à l'eau, ben, on n'y va pas n'importe quand, n'importe comment, on ne fait pas de ça n'importe comment. L'eau, il en est de même euh, de certaines forêts qui sont dites totémisées ou sacrées, de certaines façons. Justement, nous sommes capables, et ça, la littérature existe.
Et l'article des collègues dont je dis là qu'il vient de paraître n'est pas nouveau. Ben, il y a près d'une trentaine d'années que j'ai accès justement à des études qui sont faites pour dire comment, en contexte africain, euh, traditionnel, l'organisation est propre à préserver les ressources. On les utilise que quand le besoin intervient. On ne les utilise pas pour le profit, pour créer des richesses qui occasionnent des déchets et des effets qui produisent un volume de gaz qui remettent en question notre existence sur la Terre. Donc oui, mais un peu comme je le disais tout à l'heure, le défi consiste hein, à pouvoir aujourd'hui que nous connaissons d'abord le développement démographique, euh, l'élargissement des espaces. Aujourd'hui, la réflexion, et c'est un défi de science, la réflexion doit consister aujourd'hui à amplifier ces solutions traditionnelles-là euh, pour des échelles beaucoup plus importantes. On est capable de le faire, de traduire ces données de connaissances-là euh, sur le droit qui nous permettent de gérer des échelles beaucoup plus grandes, effectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Il s'agit de, de retrouver euh, une démarche intellectuelle dans laquelle, qui considère que l'homme se trouve au cœur de la nature, qu'il n'est pas indépendant de la nature et par conséquent que euh, sa vie et son existence dépendent de la vie et de l'existence et de la santé de la nature. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et ces connaissances-là existent. Il faut juste capitaliser là-dessus. C'est ça. Donc, oui, vous avez. Donc, le capital historique, justement, le capital historique se confond avec le capital culturel ou avec le capital intellectuel. On est dans une trajectoire de l'histoire qui est une trajectoire continue, homogène, cohérente. Il n'y a pas eu de rupture. Or, nous parlons d'une Afrique, donc d'une entité qui a connu dans sa vie une rupture dans sa trajectoire historique. Et quand je dis l'Afrique africaine ou l'Afrique européenne, ben c'est parce qu'à un certain moment de l'histoire, il y a une rupture intellectuelle dans la trajectoire, dans le déploiement historique de l'Afrique. Et donc, euh, l'essentiel, sinon toutes les connaissances, enfin, notre intellectualité est une intellectualité étrangère à nous. C'est pourquoi nous sommes incapables d'être parfaitement conscients de notre situation. Quand je dis parfaitement conscients, ça signifie que nous sommes capables, pour revenir au premier débat, nous sommes incapables de considérer justement qu'il y a des choses que nous devons connaître de nous et donc mobiliser les ressources pour cela que nous ne faisons pas. Donc, c'est cela. Alors, autant nous parlons donc du capital historique, et autant nous pouvons parler pour euh, traiter de l'histoire comme étant un élément d'analyse majeur, parler de l'historicité. On parlait tout à l'heure de notre inscription dans l'histoire, les civilisations auxquelles nous sommes arrivés et des civilisations qui étaient d'une fidélité, on dirait, naturelle à la nature incroyable. Parce que quoi? Parce que prenons les lois, prenons le droit. Ben, c'est quoi la source du droit? Et bon, voilà, cet exemple-là est typique et va nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. La source du droit dans le bassin historique
où naît l'exemptionnalisme ou le cartésianisme, la source du droit, c'est l'homme. L'homme est tellement supérieur qu'il peut être la source du droit. Et ça fait toute la différence. Avec le bassin africain où la source du droit, ben, la source du droit est indépendante et est au-dessus de l'homme. L'homme ne peut pas être la source du droit. Pourquoi? Parce que quand l'homme est la source du droit, ben, on s'ouvre à l'arbitraire, à la conjecture, à la conjoncture, à l'arbitraire. L'arbitraire seul comme concept résume ce à quoi on s'ouvre quand l'homme est la source du droit. Alors, l'homme se prétend, pour le justifier, il dit qu'il est rationnel. C'est la raison. La raison. Parce que je suis rationnel, donc je sais, je peux savoir, alors je peux être la source du droit. Non. Et on aboutit à toutes les contradictions que nous vivons aujourd'hui. Or, justement, quand la source du droit est dans certains contextes Dieu, ou euh, la représentation de l'ordre cosmique, ben à ce moment-là, le droit devient l'image, je dis bien l'image, la traduction de cet ordre cosmique. C'est pourquoi je vous disais que à l'éternité sociale doit correspondre l'éternité cosmique. Le droit doit être le reflet de, de Dieu, si vous voulez. C'est cela. Lorsque nous faisons l'effort de faire du droit qu'il soit le reflet de Dieu, nous comprenons hein, Dieu, c'est-à-dire les lois supérieures qui nous dépassent, alors le droit a plus de chances d'ouvrir de la cohérence, d'ouvrir à des choses qui sont plus justes, qui ne créent pas la mort, qui ne créent pas le désordre et des choses comme ça. Donc, c'est l'historicité. L'historicité, donc, justement, c'est la marque d'une communauté dans l'histoire. L'historicité, c'est la marque d'une communauté dans l'histoire. C'est la trace particulière que laisse une communauté de son existence. L'historicité, c'est la spécificité ou la personnalité propre d'une communauté euh, dans le temps. C'est cela. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons laissé? C'est ce que l'Afrique a laissé dans le temps. N'est-ce pas à partir de cette identité spécifique de son déploiement dans le temps qu'elle devrait être justement capable de retrouver les ressources qui lui permettent de se positionner par rapport à la crise des changements climatiques. C'est cela. C'est ça le débat. Donc, c'est aussi la question du comment l'Afrique a-t-elle jusqu'ici participé à la modernité? Comment l'Afrique a-t-elle jusqu'ici participé à la modernité? Et nous avons répondu déjà à cette question-là. L'Afrique a jusqu'ici participé à la modernité de façon dysfonctionnelle. Et donc, qu'elle serait en train de reproduire quasi textuellement elle pourrait être en train de reproduire quasi textuellement les, les approches génétiques de la crise environnementale. C'est ça. Alors, sur quelle base justement, c'est ça, c'est sur ces bases-là. Alors, c'est la référenciation du monde à soi. C'est ce qu'il faudrait que nous puissions retenir, c'est la référenciation du monde à soi, c'est l'enracinement de mon déploiement dans le monde à mon identité, à ma connaissance, c'est-à-dire à la connaissance de soi, qui permettent l'appropriation intellectuelle de la modernité. C'est ça qui permet la digestion, j'utilisais ce mot-là l'autre jour, la digestion de la modernité. C'est ce qui permet la fabrication
de la modernité, d'une modernité cohérente, d'une modernité de vie. De vie. Euh, Votre question, elle est fondamentale. Euh, les interdits, les us et coutumes, c'est des mots qu'on utilise souvent comme ça, les traditions qui nous permettaient de préserver les ressources en eau, les ressources, les mines, les forêts et tout le reste, nous devrions être capables de les invoquer, de les convoquer, de les mobiliser, de les placer dans les modalités qui permettent qu'on les applique à des amplitudes plus importantes, des amplitudes démographiques plus importantes, des amplitudes territoriales plus importantes. C'est un défi, c'est l'un des défis qui nous est posé, qui nous sont posés. Pour que nous créions, que nous ne poursuivions pas une modernité de mort, mais que au moins dans le cadre de l'Afrique, et à partir de là, le suggérer au monde, que nous créions, que nous impulsions, que nous suggérions une modernité de vie. Mais quand je le dis comme ça, c'est juste parce que nous nous inscrivons, nous sommes là sur les changements climatiques en Afrique. On parlait l'autre jour de la modernisation écologique. La préoccupation, elle est globale aujourd'hui. Un effort est fait pour que nous consommions moins, que nous produisions mieux, que nous consommions bien, et pour cela que tous les outils juridiques, technologiques et autres que nous développons aujourd'hui, qu'elles intègrent dès leur élaboration l'aspect écologique, d'où la modernisation écologique, donc d'où une modernité de vie. Sauf que dans le cadre du point de vue paradigmatique, on ne sort pas du paradigme moderne, on reste au cœur de la modernité, mais on écologise la modernité. Donc, c'est dans ce contexte que la modernité africaine, chers amis, sera effectivement une propriété africaine, c'est-à-dire un effort propre de connaissance, un effort proprement africain de connaissance du monde, un déploiement proprement africain dans l'histoire, à l'aune des potentiels propres africains, mais aussi des conditions sociales africaines, des conditions démographiques, des conditions économiques, et au modèle, et là je reviens à cette expression-là qui me plaît beaucoup, de ce que la nature enseigne et que dans les sciences africaines, on a appelé l'éternité cosmique. Il faudrait que dans le droit, dans la technologie, que nos outils d'analyse, nos outils d'action soient des outils de vie qui rendent compte de la complexité, de la cohérence complexe qui a donné toute cette vie qui existe, la vie qui existe. Comment, ben, de quel droit nous pouvons venir détruire la vie? C'est ça aussi l'enjeu. Non, au fond, on peut sortir des grands concepts, mais de quel droit avons-nous pour détruire la vie? Est-ce que notre devoir, c'est pas de poursuivre la vie, d'entretenir la vie? Euh, N'est-ce pas notre devoir? Et donc, l'appropriation africaine des changements climatiques, des enjeux des changements climatiques, passe par la, l'analyse contextuée ou contextualisée qui seule nous permet de développer des outils d'analyse, des outils d'action euh, qui nous offrent une modernité de vie et qui euh, sont fonction des intérêts et des seuls intérêts de l'Afrique. Donc, chers amis, voilà, merci infiniment. C'est la discussion que je voulais vous proposer pour conclure ce super cours qui a commencé il y a quelques semaines et qui a été développé sur les changements climatiques en Afrique. Merci beaucoup. S'il y a des questions, naturellement, on peut en discuter. C'est cela que je voulais vous proposer. Merci. Merci infiniment.
Bien, merci, vraiment, merci, prof. Je prends juste la parole pour saluer la qualité du cours. Justement, c'était une approche autre, celle qui n'est pas souvent connue des juristes. Donc, il était important aussi qu'elles soient intégrées aux savoirs qui sont traditionnellement véhiculés dans le monde des juristes. Alors, nous sommes vraiment contents d'avoir appris autre chose et qui renforce notre connaissance sur le phénomène des changements climatiques appliqués à l'Afrique. On veut aussi saluer l'étendue de vos connaissances et aussi la qualité de la présentation, le caractère très dynamique des échanges, la bonne ambiance. Tout cela, vraiment, tout cela nous réconforte et nous vous sommes très reconnaissants. Votre micro, on dirait que votre micro. Oui, après, pardon. Non, non, je disais que le plaisir est partagé, hein. Je suis très heureux d'avoir ressenti de l'interactivité. Ça a été agréable pour moi aussi. Ben, écoutez, c'est un plaisir, c'est un devoir. euh, euh, c'est un devoir. C'est une démarche de devoir qui me motive également et donc j'ai été très heureux toute l'ambiance qui a été à l'œuvre pendant tout ce temps. Merci bien. Alors, autre prise de parole dans la classe pour sanctionner la fin du cours. Alors, je voudrais m'associer à tout ce que vous avez bien dit à l'égard du professeur. Merci de partager ces connaissances-là. Et comme je l'ai suggéré, c'est le temps de documenter les choses et de promouvoir cette documentation-là afin que de façon scientifique, également, l'Afrique soit complètement déchargée de tout ce qui est souvent mis à tort à sa charge et que le débat reste sur comment va se faire le financement de ce changement climatique-là si on veut éviter que l'Afrique n'utilise les mêmes moyens pour se développer. Merci à tous, ce fut un plaisir. Merci. Merci beaucoup, maître. Bonsoir, prof. Bonsoir, mon cher. Merci beaucoup. On a aimé de l'intellectuel à l'historicité. Je pense que c'est fait du régal. Et c'était un cours très, très riche. Comme l'a dit le docteur Robinson, ça sort vraiment du droit que l'on a l'habitude d'examiner en matière d'environnement. Merci beaucoup et plein succès. Bien, merci. Merci, c'est partagé. Allez, merci à tous et à bientôt pour la suite des choses. Si bien, bonne journée. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.